Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laure Méraville. Bonjour Laure. Bonjour. Laure, journaliste passionnée et responsable du Point Info Jeunesse à Radio Clapas, vous êtes à cette radio ce que le couteau suisse est à MacGyver, une femme à 1000 idées et à 1000 projets. À travers votre engagement, vous insufflez une énergie communicative et une curiosité sans limite à tous ceux qui croisent votre chemin. Vous avez fait de la radio un terrain d'expérimentation et de transmission où chaque voix compte, des plus jeunes aux plus âgés. Et votre mantra, ouvrir les ondes, donner la parole, créer du lien et d'accompagner les jeunes, mais aussi les moins jeunes, dans la découverte de leur propre potentiel d'expression. Chez Radio Clapas, vous ne vous contentez pas d'informer, comme votre papa, vous invitez à explorer, à questionner, à raconter, à tisser des ponts entre générations et à faire de la radio un espace vivant, accessible et créatif. Vous incarnez l'authenticité, la générosité et la capacité à transformer chaque projet en aventure humaine, qu'il s'agisse de formats courts, de podcasts innovants, ou d'initiatives sensibles comme la boîte à bijoux concernant les soins palliatifs. Laure, comment adaptez-vous les formats radiophoniques pour répondre aux nouveaux usages des jeunes, notamment à l'ère des podcasts, du snacking et des réseaux sociaux ? Alors déjà, l'idée, c'est de faire à la fois de l'éducation par le média, en passant par de la pratique radiophonique, c'est-à-dire avec les jeunes et quel que soit l'âge, on passe par des ateliers d'écriture, un temps d'enregistrement, de l'initiation au montage, une écoute collective qui vise à assumer après le propos diffusé à l'antenne de Radio Clapas. Ça, c'est l'éducation par le média. Et je le doublonne d'une activité éducation aux médias, à savoir sur les réseaux sociaux, puisqu'effectivement les jeunes n'écoutent pas la radio, mais sont très consommateurs de podcasts, ou en tout cas sur leurs réseaux sociaux, en scrollant, on voit défiler des snackings, donc c'est souvent des shorts, souvent vidéos, avec des annotations qui renvoient vers un contenu plus long. Et moi, je forme de plus en plus à ce format-là, par exemple en faisant des rallyes lecture audio, où on voit la pochette du bouquin, où il y a des illustrations ou des photos et du discours d'enfants ou d'ados sur des formats très courts. Voilà, l'idée, c'est que le snacking, c'est faire la com d'un support d'information qui est plus long. Je le fais de plus en plus avec l'ensemble des publics jeunes, et parce que j'ai une autre posture à la radio qui est promeneur du net, c'est un dispositif de la CAF pour faire de la veille éducative sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est pas d'aller fliquer les jeunes sur leurs pratiques numériques, mais de répondre à leurs sollicitations et de poursuivre le travail d'informateur jeunesse sur la rue numérique, c'est-à-dire investir les lieux sur lesquels ils se trouvent, donc sur Internet, et pas forcément que dans du centre de loisirs, au collège ou au lycée. Moi, quand j'entends snacking, j'entends zapping. Est-ce que cette jeunesse talentueuse, elle n'est pas submergée d'informations et est-ce qu'elle n'a pas la difficulté à faire la part des choses ? Si, et moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on accepte souvent dans des ateliers radio l'idée de faire du court parce que, vous savez, on a du mal à se concentrer, on faut éviter les tunnels, donc on arrête les émissions d'1 heure, on fait éventuellement du 20 minutes, maintenant on fait du 10, et puis en fait il faudrait que tout rentre dans un 50 secondes. Et moi en fait je pars du principe que s'informer ça prend du temps, alors que faire la com d'un support d'information, on peut s'autoriser à faire plus court. Par contre, les ados sont très soucieux de la forme, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit beau, que ce soit très propre techniquement, donc ça bouscule aussi les façons de travailler, puisque les générations plus vieilles sont plus sensibles au fond, et vont supporter, par exemple, des interviews prises dans un bistrot avec le bruit d'un percolateur, un son qui grésille un peu, la diffusion qui saute parce qu'on passe une montagne, mais on va rester jusqu'au bout en espérant retomber sur sa radio préférée. Les ados, c'est pas du tout ça. Il faut que ça aille vite. Et puis le geste du scroll fait qu'effectivement, on serait tenté de faire du très court. Là où moi, je fais beaucoup de résistance à ça. J'aime bien le vieux slogan de France Inter qui dit « Le cerveau n'a rien contre un peu d'exercice ». Voilà. D'accord. Et la question que vous posez là, est-ce que la forme empêche le fond ? Pas du tout. Mais tout le monde n'est pas Hugo Décrypte. Et notamment les journalistes et les écoles de journalistes forment de plus en plus
au multimédia. Le journaliste du futur, il faut qu'il soit capable de filmer avec son téléphone portable, de faire de l'audio de bonne qualité, c'est possible avec un téléphone portable. Voilà, il faut être capable de tout faire techniquement et je pense un peu, peut-être que je suis un peu vieux jeu, qu'on n'est pas forcément bon dans tous les médias et qu'on peut en avoir un dans lequel on s'exprime mieux. Voilà. Précisément, comment vous êtes perçu par cette jeunesse à travers la radio ? Alors, ça fait plus du tout rêver. Moi, j'adore la semaine de la presse à l'école. C'est un temps fort dans les établissements scolaires où les journalistes peuvent venir présenter leur métier. Alors, avant, il y avait des petites lumières dans les yeux. J'entendais des noms de journalistes, tous médias confondus. Maintenant, globalement, on me demande où est la caméra. Est-ce que je connais des influenceurs ? Pourquoi je travaille dans une petite radio ? Éventuellement. Et la première question qu'on pose aujourd'hui, c'est le salaire. Là où avant, en fait, la question arrivait un peu plus tardivement et on pouvait aborder l'idée de la motivation, de l'explication sur les avantages, les inconvénients du métier. Voilà, ça a beaucoup, beaucoup changé. Encore en l'espace de 10 ans, 15 ans, c'est quoi le changement ? 10 ans, bien. Ouais, une bonne petite dizaine d'années. C'est les réseaux sociaux, les nouvelles technologies ? Oui, et puis parce qu'avant, on faisait clairement, même dans le parcours d'information ou de formation des jeunes, il y avait une espèce de cloison entre les métiers de la com et les métiers de l'information, et c'était très mal vu de passer d'une filière à l'autre. Là où aujourd'hui, la porosité des journalistes qui investissent les réseaux sociaux pour faire de l'information, et puis des journalistes en reconversion dans les métiers de la com, notamment dans les collectivités locales ou les institutions. Voilà, il y a une porosité entre production de contenu, communication, journaliste, qui fait que voilà, c'est plus compliqué pour des jeunes de différencier même la notion des métiers avec l'éthique et la déontologie qui va avec. Et aussi la distinction entre la vraie et la fausse information, l'investigation, ça va revenir, on reste positif ? Oui, et puis de toute façon, alors les jeunes sont de plus en plus formés à ça. C'est rentré dans les contenus éducation nationale. Tous les profs doc des collèges et lycées le font beaucoup. Moi, je suis administratrice au Club de la presse Occitanie où j'ai participé à la création du Esprit critique, qui est une intervention en binôme journaliste et expert en réseaux sociaux où justement on travaille la notion de fake news, de théorie du complot. On fait des exemples de vrai-faux, des débats mouvants sur la perception des métiers de l'information et de la communication. Donc oui, il y a un peu de boulot, mais je trouve que les jeunes sont plutôt assez lucides et puis savent très bien là où ils vont, en fait, sur Internet. Tout ça, c'est très positif. La pédagogie, chez vous, vous l'incarnez ? Vous ne faites pas que ça sur Radio Clapas. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Alors, dites-nous tout. Alors moi, je fais beaucoup de médiation culturelle avec l'outil radio, que ce soit dans le point information jeunesse ou tous les ateliers que je mets en place globalement, si je regarde ma pratique radiophonique. Il y a toujours de la médiation culturelle. Donc, je vais faire des installations sonores, je vais faire des cartes sensibles, je vais faire des papillons origami avec des rêves et des cauchemars d'enfants intégrés sur des QR codes pour que les parents aillent à la pêche ou à la chasse aux rêves ou aux cauchemars de leurs enfants. Je fais de la photo sonore. Voilà, toujours des projets qui permettent de créer du lien entre d'autres disciplines artistiques. Du jeu de piste audio, voilà, j'ai la fibre artistique. Et la boîte à bijoux, on en parle ? Oui, alors la boîte à bijoux, il s'agit de photos sonores sur le thème du bijou avec des adultes en fin de vie à l'unité de soins palliatifs du CHU de Montpellier ou en cancérologie. L'idée, en fait, c'est un peu comme la biographie hospitalière, le métier qui vise à écrire le parcours de vie en entier d'un patient, avec un ouvrage, une œuvre, un livre qui est remis au patient et à sa famille. Moi, en fait, j'ai décidé de faire un peu la même chose dans la démarche d'accompagnement du patient. Mais on est sur la captation d'un instant, c'est-à-dire que je ne pars pas sur la vie entière du patient, on va capter le souvenir associé à un bijou cher au patient. Et l'idée, c'est d'associer la photo du bijou porté par le patient, l'écriture manuscrite, à savoir signature ou dédicace, le prénom du patient, sa date de naissance, et puis un QR code dans lequel la personne va me raconter le souvenir associé à ce bijou. L'idée, c'est qu'on est vraiment dans de la co-construction. La personne va valider avec moi la photo, le son, puisqu'on va enregistrer à plusieurs reprises. Je vais faire des propositions de montage. Donc, il y a vraiment
l'idée d'une écriture collective, j'aime beaucoup cette dimension-là, et c'est une œuvre qui est remise au patient, si possible, de son vivant, et qui peut être aussi un support d'accompagnement du deuil pour la famille. Comment on vit un moment comme ça? Parce que c'est intense. On est en face de quelqu'un qui est prêt au voyage. Comment ça se passe émotionnellement? En fait, j'adore ces moments-là parce qu'en fait, je trouve qu'on est sur l'honnêteté de la rencontre, on est dans la vraie vie. Tout le monde me dit « Ah, ça doit être dur, la fin de vie ». En fait, tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Et moi, je vois des gens très vivants, même en fin de vie. Souvent, des fois, plus vivants que quand on n'a pas perception de sa propre finitude. On est sur le vrai sens de la vie. Ça permet aussi de remettre à distance certains problèmes du quotidien. Voilà. Puis l'accompagnement, c'est sur la durée. C'est-à-dire que j'ai fait un portrait de Doudou en CHU aussi, en pédiatrie. Et j'avais cette frustration de ne pas être sur de la durée d'accompagnement avec les patients. C'est-à-dire que je voyais les petits à un moment donné, puis 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, il y a le vernissage de l'expo. Et j'ai mesuré leur évolution d'état de santé. Et il me manquait ce lien entre les deux moments. Et du coup, en soins palliatifs adultes, j'ai cette chance de pouvoir travailler la relation entre le moment où la personne s'inscrit dans le projet, qui va lui être prescrit par les soignants, comme de la socio-esthétique, de la médiation animale, de la psychologie, enfin il y a plein d'outils, d'art-thérapie, pourquoi pas. Je vais accompagner le patient jusqu'au bout. Et on va décider ensemble de la fréquence de nos rencontres, si on se voit qu'à l'hôpital, à domicile, au café, dans d'autres lieux. Voilà, il y a vraiment le côté magie de la rencontre qui s'installe jusqu'au bout, le bout pouvant être le moment des obsèques. Ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur la jeunesse et le média de la radio qui est quand même un média très authentique parce qu'on est dans la voix, on se pose, on a le temps d'écouter. C'est ça. Et moi, la voix, en fait, je trouve que c'est ce qui disparaît en premier quand on perd un être cher dans les souvenirs qu'on en a. Par contre, on le retrouve très fidèlement dans les rêves. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter la voix de mon papa que j'avais sur des supports radio, messages téléphoniques, tout ça. Et je me suis dit, si ça me fait du bien à moi, pourquoi pas proposer cette même démarche, comme c'est mon papa qui m'a donné le goût et la passion pour le média radio. J'ai travaillé vraiment sur ce projet-là, sur le médium radio, soin de support entre la personne gravement malade et en fin de vie et sa famille. L'idée, c'est d'être vraiment sur ce lien-là au sens très propre du terme. Laure, est-ce que vous pouvez nous partager d'autres projets qui sont dans votre cerveau et pas encore à la radio ? Alors, je suis très vampirisée par ce projet en milieu hospitalier. Donc, j'ai moins de temps disponible qu'avant sur le côté un peu dispersé entre le street art, l'image, le son, la photo, l'installation sonore, le livre audio. Là, j'aime bien l'idée de vraiment me poser. C'est un projet qui a changé aussi mon rapport au temps. Et à la vie ? Oui, aussi, beaucoup. Si vous deviez résumer Radio Clapas. Alors, Radio Clapas, on avait travaillé sur la raison d'être de la radio il n'y a pas longtemps, et ce qui était plutôt chouette comme exercice, puisque moi, ça fait plus de 20 ans que j'y travaille. Et effectivement, des fois, quand on est le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte à quel point, autour de soi, les gens avec lesquels on travaille, ils n'ont pas forcément la même idée du même endroit où on travaille. Et j'avais trouvé ce moment de travail collectif plutôt très intéressant. Pour moi, c'est vraiment un média de proximité. Voilà, moi je refuse de faire des interviews par téléphone pour des personnes qui sont physiquement à Montpellier. Si on a la flemme de venir nous voir, c'est pas grave, on fait pas le sujet. Enfin, j'aime bien l'idée de la voix, les accents, l'intonation, les respirations, tout ça au téléphone. Pour moi, ça passe pas. Pour moi, c'est un média de proximité. Après, liberté, indépendance, tout ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai un peu plus de mal parce que je vis au quotidien la difficulté de faire vivre ce média. Je passe beaucoup de temps sur des dossiers administratifs, des recherches de financement. Donc, j'ai un peu plus de mal avec cette belle notion d'indépendance et de liberté parce que je trouve que mon métier, il est de plus en plus contraint à des tâches administratives qui deviennent plus importantes que mon cœur de métier. Merci Laure pour ce témoignage. Sur Good Morning Travail, on met en avant les acteurs locaux. Évidemment, on a mis tous les acteurs de la radio. Donc on a interrogé Grégoire, Bruce, Laure et Pierre-Jean et bientôt Mélanie.
Je voulais vous remercier de votre temps, parce que je sais que votre temps est précieux. Et alors, c'est vraiment l'émotion mise au service de l'intelligence, ou alors l'intelligence mise au service de l'émotion. C'est à vous de voir. Merci beaucoup, Laure. Merci.